Bienvenue à tous, ravis de vous retrouver dans ce nouveau numéro de Santé Mag. Nous parlons ce soir de soignants qui soulagent les douleurs articulaires, les migraines, les troubles du sommeil, la constipation, le stress ou encore l'asthme. Et ce, sans aucun médicament. Et oui, vous avez bien entendu, sans aucun médicament. Vous l'auriez compris, nous nous intéressons dans cette émission aux médecines holistiques, appelées également médecine alternative, médecine douce ou encore naturelle. Elle regroupe plusieurs centaines de pratiques thérapeutiques différentes. Leur efficacité est considérée au-delà du seul effet placebo, peine parfois à convaincre. On en parle ce soir avec mes invités. Et nous avons choisi pour illustrer 3 pratiques thérapeutiques différentes. Une des plus anciennes, voire la plus ancienne médecine, la nutrithérapie. On découvrira également l'ostéopathie, le yoga et le breathwork. Pour en parler, je reçois ce soir Dr Aït Lahsen Sihem. Vous êtes pharmacienne, vous êtes nutrithérapeute certifiée Serdaigne. Bonsoir. Merci pour votre invitation. Bonsoir. C'est moi qui vous remercie de l'avoir acceptée. J'ai également le grand plaisir de recevoir pour la première fois Madame Behlouli Lina. Vous êtes ostéopathe. Bonsoir. Bonsoir, merci de m'avoir invitée. C'est moi qui vous remercie d'avoir accepté notre invitation. Et puis j'ai le grand plaisir également de recevoir Neila Terki. Vous êtes spécialiste en yoga thérapie, en respiration transformationnelle. On verra également que vous avez développé votre propre méthode. Et par ailleurs, vous êtes hypnothérapeute. Bonsoir. Bonsoir, merci pour l'invitation. C'est moi qui vous remercie à vous 3 de venir parler de ce sujet souvent méconnu où parfois les Algériens sont souvent mal orientés. Alors je disais, docteur Aït Lahsen, dans mon introduction qu'il s'agit, quand on parle notamment peut-être de nutrithérapie ou de diététique, qu'il s'agit d'une des médecines les plus anciennes. Hippocrate disait que votre assiette soit votre meilleure médecine. Des siècles plus tard, on prend conscience peut-être de la magie des aliments. Exactement, parce que, comme vous l'avez dit, Hippocrate le disait que l'aliment soit ton premier médicament. Il disait aussi que les maladies commencent dans les intestins. Donc on prend, il y a 5000 ans, c'est la médecine ancestrale date de 5000 ans. Et effectivement, maintenant, on redécouvre, mais on le sait depuis plus de 5000 ans, que l'intestin joue un rôle important dans la santé et notamment dans notre immunité. D'ailleurs, les médecines ancestrales telles que la médecine ayurvédique en Inde ou la médecine chinoise, l'intestin joue un rôle important. Et là, on le connaît, on ne le découvre pas. Hein. C'est des études en micro, par exemple, sur l'intestin et sur le système écosystème intestinal, datent des années 80. Donc là, c'est vraiment, on met tout maintenant sur la table et voilà, tout le monde en parle parce qu'on prend conscience du rôle de l'intestin dans notre santé et donc l'intestin, le premier impact, c'est l'alimentation. Et l'alimentation, effectivement, c'est... À quel point l'alimentation est impliquée dans notre bien-être, mais pas seulement. Aujourd'hui, on incrimine aussi notre alimentation, on l'implique aussi dans l'apparition de plusieurs maladies. Quand on parle par exemple de l'explosion des cancers ou l'explosion des maladies cardiovasculaires, on revient souvent à notre assiette. Bien sûr, même par exemple, même quand on suit un malade, voilà, avec la médecine allopathique, les recommandations du médecin. Vous revoyez votre hygiène de vie, votre assiette, pratiquez de l'activité physique, prenez soin de votre stress. Donc l'assiette, elle est très importante parce que l'alimentation, on le sait maintenant, que c'est vraiment la base de la santé. Et c'est avec on l'a vu par exemple pendant la période du Covid où on était confinés chez nous, mais les recommandations, il n'y avait pas que rester confiné, mais aussi prenez soin de votre immunité, mangez sainement, évitez le sucre, évitez les matières transformées, parce qu'on sait maintenant que ça a un impact direct sur notre santé. Et comme on le dit, les maladies commencent dans l'intestin. L'intestin, l'impact, c'est l'alimentation. Donc voilà. Donc c'est vraiment très important. Et en fait, dans la médecine nutritionnelle, c'est un outil de prévention. Parce qu'on va apprendre aux gens comment se nourrir, comment apporter une assiette correcte selon leurs besoins quotidiens. Et aussi pour les prévenir des maladies du siècle, notamment l'obésité, qu'on voit les cancers, comme vous dites, le diabète, etc. Alors, une dernière question. Qu'est-ce que la nutrithérapie et quelle est la différence entre, par exemple, quand on parle de nutrithérapeute, c'est quoi la différence avec un diététicien ou un nutritionniste? En fait, la nutrithérapie, un diététicien peut pratiquer la nutrithérapie, il suffit d'être formé avec une formation habilitante, mais la nutrithérapie, elle s'intéresse à la cellule. En fait, on s'intéresse à l'alimentation de la cellule, on ne va pas s'intéresser juste aux macroaliments, les lipides, protéines et glucides, ça, les grandes familles, mais on va s'intéresser aux vitamines, on va s'intéresser aux éléments, on va s'intéresser
s'intéresser aussi à l'association. Et puis, dans la nutrithérapie, il y a l'art aussi de se nourrir. On ne se nourrit pas juste de l'assiette, on se nourrit de l'activité physique, de notre sommeil, enfin de nos sens, en fait. Et en fait, c'est ça, la nutrithérapie, c'est une discipline et elle fait partie intégrante de la médecine fonctionnelle. Oui, Madame Bellouli, alors vous êtes ostéopathe, hein, je le disais en vous présentant, il faut dire aussi que vous avez fait des études, de longues études, hein, pour dire que ce type de médecine ne s'improvise pas. C'est très important de le dire ce soir, parce que souvent, comme je le disais tout à l'heure, les Algériens sont mal orientés. Oui, ils sont mal orientés et mal informés. Donc l'ostéopathie, c'est une médecine manuelle globale qui vise à rétablir les mobilités du corps. C'est 5 ans d'études. Ce n'est pas juste des formations de 3 jours, 6 mois, 1 an ou 2 ans. C'est vraiment des études en présentiel où on apprend l'anatomie, la physiologie, les pathologies urgentes, on apprend la médecine manuelle, on traite, on apprend nos pratiques et ça demande du temps. Oui, parce que souvent on a quand même du mal à trouver un bon ostéo, par exemple. Comment le reconnaître? C'est un premier critère, les études. Ensuite, le bouche à oreille, ça marche bien? Alors, il faut faire attention parce qu'un bon charlatan peut aussi générer du bon bouche à oreille. Donc, il faut faire attention à l'école où il a été diplômé. Donc, déjà, il faut savoir que c'est des études qui se font en Europe ou en Amérique du Nord. Il faut faire attention aux réglementations, il faut faire attention au numéro de décret sur le diplôme. Enfin, il y a plein de petits codes qui nous permettent de reconnaître un ostéopathe. C'est une personne toujours qui a fait 5 ans d'études et non des formations post-grade. D'accord. Vous n'avez pas l'impression, les ostéopathes, vous le disiez tout à l'heure, utilisent beaucoup leurs mains, hein, c'est ça. C'est ça. Et vous n'avez pas souvent l'impression d'être coincé quand même entre médecin et kiné, par exemple? Alors, on a été longtemps coincés parce qu'il y avait un manque de communication entre nous. Maintenant que les choses commencent à être un peu plus généralisées, maintenant que les médecins ont une ouverture d'esprit, on réussit à communiquer entre nous, surtout selon certains motifs de consultation, par exemple le mal de dos, les maux de ventre ou alors la sphère urogynéco qui est maintenant très répandue comme le motif de consultation connu, là, l'endométriose par exemple. Oui, et on a de bons résultats? Ça dépend de beaucoup de choses, du patient, de son hygiène de vie, de sa vie, si de la discipline. De la discipline également. Donc ça dépendra du praticien et du patient qui est en face. Oui. Alors Neila, on disait tout à l'heure que votre spécialité c'est le yoga thérapie, la respiration, on va le voir d'ailleurs dans le reportage dans un moment, transformationnelle, qu'est-ce que c'est? Le yoga thérapie ou la respiration? Les deux. Alors quelle est la différence déjà entre les deux? Alors déjà, il n'y a pas vraiment de différence parce que moi, quand j'ai commencé, c'était le yoga. Hein. J'ai commencé par le yoga et le yoga, avant toute chose, c'est la respiration. Donc c'est déjà la base puisque c'est à travers le souffle qu'on arrive à libérer beaucoup de choses. C'est-à-dire qu'on arrive à libérer les tensions dans le corps. Donc le yoga, c'est vraiment toutes ces postures d'alignement. On y rajoute la respiration d'une certaine façon, une respiration très contrôlée, ce qu'on appelle le pranayama. Et c'est ce qui va faire que le corps va se libérer des tensions accumulées, qu'on a accumulées pendant notre vie. Et en général, ces tensions sont souvent émotionnelles. Après, c'est notre posture dans la vie de tous les jours qui va créer ces tensions. Donc ça, il n'y a pas vraiment de différence. Donc on est vraiment là, c'est de la respiration contrôlée dans le yoga. Par contre, le breathwork, la respiration transformatrice, c'est une respiration qui est non contrôlée, où on va plus lâcher prise pour aller rentrer dans le corps émotionnel. Donc le but, c'est vraiment d'atteindre le corps émotionnel, libérer ces émotions qui créent les tensions dans le corps et qui, finalement, ces tensions-là vont venir créer des douleurs, des problèmes de dos, de hanches, cervicales, etc., etc. En fait, la respiration transformatrice, on va aller aux sources, à la source en fait du problème, qui est l'émotion. Voilà, donc c'est l'émotion qui va faire que finalement c'est le corps émotionnel qui est touché et par ricochet le corps physique suivra par la suite. Donc la maladie, le mal a dit, il dit quoi de nous en fait? En fait, c'est ça. Alors, je rappelle que vous êtes installée en France, hein, vous venez occasionnellement, c'est même votre première fois, hein, vous venez faire des séances en Algérie. Oui, c'est la première fois. Alors, ce sont vos abonnés, faut-il le rappeler, pour dire aussi aux gens peut-être qui font de bonnes choses en France, qu'ils peuvent venir en Algérie, parce qu'il y a de la demande. Bien sûr. Alors, il y a de la demande pour votre spécialité déjà? Ah oui, moi, je n'avais pas vraiment prévu de venir en Algérie faire ça maintenant, en fait. Mais j'ai eu tellement de demandes par les réseaux sociaux, je voyais un engouement, en fait, c'était incroyable que je me suis dit, bon voilà, maintenant je vais avancer et de faire des choses.
et j'ai envie de continuer. Vous allez revenir? Oui, Parce que là, bien... je pense que là, je pense vous avez eu une petite semaine, c'est ça? Je suis venue pour 4 jours. Très de cette c'est qu'on utilise le souffle, on va le souffle, le son est très important parce que il fragmente les nœuds qu'il y a dans le corps. Quand on va respirer, il y a des nœuds qui vont remonter à la surface, il y a des douleurs qui vont se manifester, il y a des choses qui vont remonter et le son nous permet et de libérer et de fragmenter. Je souhaitais accompagner Naïla quand elle m'a proposé, j'ai souhaité lui dire oui. Pour découvrir et en même temps diffuser cette pratique en laquelle je crois énormément, puisqu'elle m'a moi-même beaucoup aidé. Et cette expérience a été pour moi magnifique de voir toutes ces femmes. On n'avait que des femmes inscrites, sauf un homme qui malheureusement n'a pas pu venir aujourd'hui. Et donc de voir finalement toutes ces mémoires qui étaient présentes, qui se sont exprimées. Cette méthode met en valeur les bienfaits du pouvoir du souffle afin d'améliorer notre qualité de vie et débloquer des émotions enfouies, mais aussi une thérapie pour soulager la douleur. Moi qui suis facilitatrice, donc j'aide les gens à respirer, facilitatrice en breathwork, ce qu'on appelle, on est les accompagnateurs des respirants, on va appuyer sur certaines zones du corps qui, chaque zone est reliée au psychique. Donc on appuie dans cette zone où la douleur se manifeste pour libérer et souvent il y a une mémoire qui revient, donc ça peut revenir sous forme d'image, ça peut être une révélation, une sensation, une prise de conscience, ça peut être plein de choses. Une expérience qui attire de plus en plus d'adeptes. Au moment de la respiration, c'est vrai qu'on se sent tendu, on a des tensions au niveau du corps et tout, mais après, vers la fin, on se sent complètement détendu, calme, serein d'esprit. C'est magnifique. Je souhaiterais que tout le monde vive cette expérience. Honnêtement, j'ai voyagé dans le plus profond de moi-même et je suis reconnaissante qu'il m'a montré tout à l'heure qu'il y a de ce type de technique ici en Algérie. Dépasser son angoisse, ses émotions enfouies, ses traumatismes, juste en respirant, est désormais possible grâce à cette méthode, afin de se relaxer et de se libérer. Alors voilà à quoi ressemble une séance justement de breathwork. C'est un peu intrusif quand même, Naïla, non? C'est-à-dire
C'est-à-dire, on va quand même dans le fin fond des personnes. On fait ressortir ce qu'il y a de plus intime chez les gens. Ah oui. C'est vrai que il faut qu'il y ait un rapport de confiance qui s'installe parce que la personne, déjà, on fait d'abord, il y a une première partie qui est consciente. Donc, on va travailler sur le conscient avant d'aller dans l'inconscient. Et il faut que la personne puisse vraiment parler de ce qu'elle sait d'elle, parce que nous, on s'intéresse surtout sur ce qu'elle ne sait pas. Donc, déjà qu'on puisse être orienté pour pouvoir aller dans certaines zones qui sont reliées au trauma vécu dans le passé. Donc, c'est vrai que c'est très... Ça se passe comment techniquement ? Il y a un questionnaire qu'on fait au début. Alors oui, il y a un questionnaire au début. Je pose des questions déjà sur la santé de la personne, en sachant que tout le monde peut respirer, mais en fonction de la santé, je vais pouvoir positionner une personne comme ci ou comme ça. Enfin, il y a des contre-indications des fois. Ensuite, il y a un questionnaire sur le pourquoi. Qu'est-ce que la personne a envie de transformer chez elle, avec quoi elle veut repartir, quelle est la graine qu'elle a envie de mettre en elle, en libérant quelque chose. Parce qu'on libère, on va laisser de la place. Donc, remettre quelque chose à l'intérieur et intégrer. L'intégration se fait 3 semaines après, à peu près. Et c'est à partir de là qu'on commence à ressentir des vraies transformations dans notre vie. Parce qu'on ne peut pas changer notre vie si ça ne change pas dans le corps, en fait. L'information est dans le corps, elle n'est pas dans le mental. Le mental, on peut avoir beaucoup d'informations, mais on ne va pas loin avec. C'est une fois qu'on arrive à poser une nouvelle information dans le corps, dans les tissus cellulaires et dans le subconscient finalement. C'est le pilotage automatique et c'est à partir de là qu'on arrive à aller dans une direction donnée. Alors c'est une méthode, on l'a vu dans le reportage, qui s'appuie sur la respiration naturellement, sur ce qu'on appelle des acupressions, c'est ça. On va pratiquer des pressions. On parle d'une méthode des plus fortes ou des plus puissantes de respiration. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'il y a plusieurs méthodes de breathwork dans le monde. Il y en a beaucoup. Moi, celle que j'ai adoptée, j'ai essayé beaucoup de méthodes. J'ai beaucoup voyagé. J'ai toujours été en quête de ce qu'il y a, tout ce qui touche le bien-être, l'humain. Tous les corps physiques, émotionnels, énergétiques. J'ai toujours été fascinée par ça. Et en fait, cette méthode est puissante. Elle est reconnue pour être puissante. Pourquoi ? Parce qu'elle est complète. On va respirer, non pas juste respirer. La plupart des autres méthodes, c'est juste de la respiration. Mais là, c'est une méthode, elle a été créée par Judith Kravitz, une Américaine, et qui s'est auto-soignée du cancer de la gorge. C'est en 1980. Et à partir de là, des thérapeutes, des psychiatres, des PNListes, etc., ont commencé à s'intéresser à cette méthode et à rajouter des options plus. Donc, ils l'ont enrichi. Et donc, c'est une méthode où on utilise et la respiration, comme vous avez dit, l'acupression, le son. Le son nous permet de fragmenter les tensions qui sont dans le corps. D'ailleurs, un enfant, il crie naturellement, il fait du son. Et puis, avec le temps, on ne fait plus de son. On ne libère plus. Et donc, tout reste à l'intérieur. Donc, le son est libérateur. D'ailleurs, ça a été prouvé par la NASA que le son fragmente les tissus cancéreux. Il ne les soigne pas, mais il les fragmente. Donc, les sons extérieurs et intérieurs. Et surtout, les sons qui viennent des tripes. Parce que la personne, quand elle est en conscience modifiée et qu'elle arrive à connecter avec quelque chose de fort, une mémoire, elle va sortir un son libérateur. Et ensuite, on a donc acupression, son, des phrases positives. Parce que la personne, on doit placer... De la psychologie positive. Voilà, positive, c'est de la psychologie positive. Et comme on appelle ça en anglais, le kick and pound, donc le mouvement. Taper des mains et des pieds comme un enfant pour libérer. Parce qu'à un moment donné, quand il y a trop de colère, par exemple, qui remonte à la surface, on a besoin de décharger. Donc c'est très complet. On ne trouvera pas ça dans les autres méthodes de breathwork. Alors, dans l'ostéopathie aussi, on retrouve cette notion de respiration, Madame Balouli. Est-ce que finalement, bien respirer, c'est bien vivre ?
Oui, déjà c'est la première chose à faire si on veut déjà se mouvoir ou vaquer à ses occupations et travailler. Si on ne respire pas bien, on n'oxygène pas bien ses tissus, on ne donne pas la bonne information au cœur, aux poumons et aux autres tissus, comme elle le disait si bien. En fait, on est très similaires, mais pas dans la méthode. On est très similaires dans le résultat, mais pas dans la méthode. C'est-à-dire dans la méthode, ça va être quoi, par exemple? C'est-à-dire que moi aussi, je touche les gens. Donc par le toucher, j'essaie de rassurer, d'apporter une écoute attentive. Il y a un long interrogatoire où on pose des questions complètes pour connaître le patient, sa vie, son métier, ses positions. Et ensuite, on essaye de comprendre le patient, comme elle le disait si bien, de manière émotionnelle et physique. Parce que parfois, les deux sont... Ce rapport de confiance, justement, est très important dans ce type de médecine. Et c'est ce qui leur manquait, en fait, un peu dans les autres types la médecine classique, puisque beaucoup se plaignaient des consultations très courtes. Et comme chez nous, c'est des consultations de 45 minutes, du coup, on a le temps de poser, de comprendre, d'essayer de justement changer l'hygiène de vie du patient, de le conseiller au mieux pour qu'ensuite il puisse mieux entre guillemets, se réparer. Est-ce qu'on trouve aussi cette notion de respiration dans la nutrithérapie? Oui, parce que par exemple, quand on commence pour manger, par exemple, on se dit prenez le temps. Donc il y a de la respiration derrière. Et souvent, d'ailleurs, dans les consultations, on leur conseille de travailler sur la respiration abdominale. Donc on va les conseiller, l'ostéopathie ou du sport. On parle aussi de cette notion, par exemple, de fragmenter son estomac en 3, liquide, solide et air. Déjà, quand on prend le temps de mastiquer, ou par exemple, on leur dit laisser l'équivalent de faire tourner 30 fois la bouchée dans la bouche, c'est pas juste comme ça. Ça va permettre de respirer. Après, on oriente parce qu'il y a des personnes, quand on leur conseille une assiette, leur problème, c'est la mastication. Donc, on ne peut pas conseiller juste l'assiette si la mastication et la respiration ne sont pas au rendez-vous. Donc, voilà, vraiment, on travaille dessus. On oriente vers les professionnels qui sont formés dans la respiration. Mais oui, c'est vraiment dans l'art de se nourrir. Donc, on part aussi, comme elle a dit Lina, on fait appel à nos sens. Donc, et le corps, il absorbe tous nos sens pour vivre et pour nos tissus, nos cellules. Donc, c'est vraiment dans la médecine fonctionnelle, on prend la personne dans sa globalité, pas juste un symptôme en fait. On n'anesthésie pas on est là pour traiter la personne. Ce que disait tout à l'heure justement Naïla, c'est une médecine psychocorporelle, c'est-à-dire elle prend en charge non seulement le psychique, mais aussi la dimension de la personne. On prend en compte son parcours, son histoire. Si elle a des traitements, par exemple en médecine nutritionnelle, son traitement allopathique, certes, mais c'est pas juste un symptôme, c'est vraiment le parcours de la personne, son histoire. On peut remonter loin, à la conception, pendant la grossesse, à l'allaitement, à la diversification alimentaire, comment ça s'est passé. Et là, on se rend compte, par exemple, il y a certaines personnes qui ont des problèmes de mastication, parce qu'ils ont eu des problèmes dans la diversification alimentaire, parce qu'ils ont... Voilà, donc vraiment... La médecine fonctionnelle, c'est vraiment une médecine globale. On s'intéresse à la personne et elle prend du temps et voilà. Donc, ça prend du temps justement. Pour parler de temps, c'est un travail qui ne peut être efficace que lorsqu'on est assidu aussi. Il faut bien s'entendre là-dessus. Oui, ce n'est pas une séance qui va suffire. Puis c'est réapprendre. Par exemple, quand on parle de respiration, c'est réapprendre à respirer, essayer de pratiquer ça tous les jours. Ça se passe comme ça. On parle de respiration transformatrice. En général, en tout cas. Moi, ce que j'ai vécu comme expérience, on rentre dans le processus très vite. En fait, le psychocorporel, on va directement dans le sujet, au cœur du sujet. C'est pas de la psychologie mentale qui prend beaucoup de temps. Donc, on va directement là où il y a l'information, la cause. Donc, en général, les transformations se font assez vite. En général, je mets toujours je préconise toujours 3 séances. C'est ce qu'on fait, 3 séances l'une derrière l'autre. Tout de suite, on ne met pas beaucoup de temps. Et après, j'ai toujours des retours incroyables. Et après, s'ils ont envie d'entretenir 10 minutes par jour, ça leur fait du bien pour se libérer un petit peu émotionnellement, c'est OK. Alors, même question, Lina, on a des résultats que lorsqu'on est quand même assez assidu, c'est-à-dire cette notion de rigueur dans la continuité et instaurer une véritable culture, j'ai envie de dire, de bien-être.
Alors, c'est pas qu'une culture de bien-être, c'est une culture du bien-vivre, en fait, j'ai envie de dire. C'est plutôt prendre conscience que son corps, c'est pas juste une machine qui s'actionne le matin, que je vais mettre en marche, aller en marche, on conduit, on s'assoit, on fait notre vie et on l'oublie le soir au moment de se poser. C'est plus prendre conscience que son corps, c'est plusieurs parties qui sont ensemble de manière globale. Ma tête fonctionne en même temps que mes mains, mes pieds, mon système digestif, mon système thoracique. En fait, il faut que les gens prennent conscience que tout fonctionne de manière globale et qu'il faut essayer de changer ça au quotidien. Il faut dire que ces thérapies sont très ambitieuses. Par exemple, quand on parle de la nutrithérapie, on dit que le but aujourd'hui est de réduire les modifications biologiques entraînant la maladie ou encore le vieillissement, par exemple. C'est-à-dire être un frein au vieillissement. Il y a un vieillissement naturel. Il ne faut pas aller aussi contre la nature. Donc il y a un vieillissement naturel. Oui, mais il y a des vieillissements mais aujourd'hui, accéléré. on dit absolument. On dit aujourd'hui, par exemple, qu'il y a des aliments ou des méthodes de manger qui peuvent nous faire gagner en espérance de vie, par exemple. Exactement. Parce que quand on est malade, bon, après on ne choisit pas, mais quand la médecine, la nutrithérapie va prévenir certaines maladies. Donc là, parce que quand on peut ne pas avoir une maladie connue, un diabète ou être obèse, mais on a de l'inflammation à bas grade. Et c'est cette inflammation qui va accélérer le vieillissement et plus tard causer des maladies. Donc quand on a une culture nutritionnelle, on applique la médecine nutritionnelle en accompagnement de la médecine allopathique. On n'est pas en train de remettre la médecine allopathique en cause, mais en accompagnant, parce qu'on travaille. En fait, les médecines. On y arrive. On va parler justement de la nécessité de la complémentarité. Donc les aliments, la façon comment on s'alimente, nous par exemple le bassin méditerranéen, c'est une assiette anti-inflammatoire. Et les assiettes anti-inflammatoires ralentissent le vieillissement. Pas aller contre la nature, mais ralentissent le vieillissement, préservent contre les maladies. Et ça, en fait, vous l'aviez dit, et même Lina l'a dit, la culture, c'est pas une culture exactement de bien-être, c'est vraiment une culture santé. Et on doit l'enseigner dès notre naissance, même à la conception et tout, dans nos écoles, dans nos foyers, et vraiment que ça soit vraiment fait des plans de santé, des plans santé nutrition, pour tous, pour notre santé globale, quoi. Quand on parle aussi du comment manger, entre parenthèses, on parle aussi de cette notion de restriction calorique, par exemple, qui a aujourd'hui un pouvoir magique, quand on parle par exemple du vieillissement. On dit qu'on peut gagner jusqu'à 15 ans quand même. C'est-à-dire restriction calorique. C'est-à-dire manger à partir d'un certain âge, manger moins, réduire voilà. C'est pour ça qu'on dit une assiette anti-inflammatoire qui dépend des besoins de la personne. On n'est pas tous égaux vis-à-vis de nos besoins tous les jours. Oui. Chacun a une assiette selon ses besoins quotidiens, par rapport à son activité, l'activité sportive ou l'activité physique. On diffère exactement. Donc ça va être des assiettes selon nos besoins. On ne mange pas tous pareil à l'adolescence ou pendant les grossesses et l'allaitement. Quand on travaille pas ou quand on fait du sport, quand on est malade aussi. Donc c'est vrai, oui, il y a cette notion de plutôt une assiette selon nos besoins quotidiens qui va préserver notre capital santé, voilà. Donc. Alors, est-ce qu'on peut parler de nutriments ou d'aliments, j'ai envie de dire, vedettes? On parle aujourd'hui d'aliments stars ou d'aliments vedettes qui sont indispensables à notre bien-être. C'est juste ou cette notion est un peu à prendre avec des pincettes? Ça dépend sur quel plan on se place. Parce que souvent... Par exemple, quand on parle de la vitamine C... Ça dépend comment on l'a prescrit, quelle forme de vitamine C et au dosage. On parle de vitamine C, E et B, on parle de caroténoïdes, on parle de polyphénol, de fibres. Voilà, on parle de tout ça. Tout ça, c'est dans les fruits, dans les légumes, dans donc c'est pour ça que la nutrithérapie intervient à ajuster, parce qu'en général, souvent les personnes font un régime, ils s'occupent que on l'a dit, les macronutriments. Donc les micronutriments, on a tendance à négliger. Et maintenant, on sait dans les légumes, il y a des polyphénols, il y a des vitamines, il y a des oligo-éléments, et donc qui ont un pouvoir de molécules antioxydantes, anti-inflammatoires. Et tout ce qu'on met dans notre assiette, que ce soit naturel, brut, oui. Maintenant, les super aliments, vous avez certains polyphénols, ou certaines plantes, mais donc quand on utilise ces produits, il faut les utiliser avec une certaine conscience médicale et surtout aller vers les personnes habilitées à les conseiller. Parce que quand on donne des informations sur les réseaux, ok, mais ça reste des informations de façon générale, ça ne remplacera jamais des consultations et un accompagnement avec des professionnels habilités. Et c'est ça qui... Et c'est en fonction aussi des tendances, j'ai envie de dire, pathologiques de chacun. Exactement, c'est pour ça que ce n'est pas le remplacement, une consultation personnalisée pour chacun. Le rapport entre l'ostéopathie et la nutrithérapie, par exemple,
exemple. Est-ce que c'est important quand vous prenez en charge un patient? Est-ce qu'il est important, par exemple, de l'orienter vers un nutrithérapeute? Ça vous arrive souvent? Ça m'arrive souvent, surtout pour des motifs de consultation digestifs, par exemple les côlons, les problèmes d'estomac. Ça, c'est des maladies qu'on prend en charge, par exemple, dans les deux thérapies. Et même pour la respiration, justement, juste après, par exemple, tout est lié encore une fois. Si je ne sais pas respirer, mon système digestif ne fonctionne pas comme il faut. Il faut savoir que le système digestif, c'est pas juste un pouvoir chimique, c'est-à-dire j'envoie de l'alimentation, il y a un processus chimique qui se passe. Non, il y a aussi les ligaments, il y a la mobilité propre de l'organe. Il faut que tout fonctionne de la bonne manière. Il ne faut pas qu'il y ait de pathologie aussi à côté, bien sûr. Donc, en dehors de toute pathologie chronique, par exemple, il faut guider le patient selon le problème de nutrition, etc. Et l'ostéopathie aide également. On a besoin de voir combien de fois un ostéopathe, par exemple, pour régler un problème? Combien de séances? Tout dépend le motif de consultation et tout dépend l'âge. Par exemple, pour un problème digestif, on vient d'en parler. On peut dire, si j'ai par exemple quelqu'un qui vient pour un côlon nerveux ou un côlon irritable, ou ce qu'on appelle maintenant les troubles fonctionnels intestinaux, on peut aller à une consultation tous les trimestres ou tous les 4 mois. Tout dépend le besoin en fait de la personne et si elle est assidue ensuite dans son hygiène de vie. C'est-à-dire que si elle ne change pas son hygiène de vie et qu'elle s'attend à ce que ce soit moi qui règle les problèmes, c'est comme si on ça ne sert à rien. Voilà. Ça ne sert à rien en gros. Alors on a parlé de ces thérapies justement, quand on parle d'une manière générale de ces thérapies holistiques, on parle souvent de cette dimension spirituelle, comme on a vu tout à l'heure dans le reportage, cette connexion avec son corps, avec son esprit, mais pas seulement, il y a aussi une dimension somatique. On va aller à la recherche aussi ou au traitement de parties qui nous font mal aussi dans le yoga par exemple ou dans le breathwork. Bien sûr. Oui. On va aller... c'est une quête intérieure. Et souvent, les gens sont à l'extérieur. Ils recherchent le bien-être à l'extérieur. Et ça, c'est peine perdue. Ça ne marche pas comme ça. Il faut du courage pour aller regarder à l'intérieur de soi, s'occuper de soi, aller dans des sentiers pas très agréables parce qu'on a tous un passé, on a des traumas, et pour rejoindre ce qu'ils ont dit tout à l'heure par rapport à la respiration et aux problèmes digestifs, en fait, quand on est bébé, on respire. La respiration est abdominale, tout est parfait, la respiration est ouverte, les poumons sont ouverts, un bébé respire bien. Et en fait, plus il va dans le temps, plus les poumons vont s'atrophier, la respiration, suite au choc émotionnel et à tout ce qui peut vivre pendant son parcours de jeune enfant, ado et plus, il n'y a plus de souffle, il n'y a plus de respiration dans l'abdomen. La respiration devient atrophiée, ça va se canaliser en général juste là ou là, et d'où tous nos maux. D'ailleurs, quand on parle par exemple du breathwork, on parle souvent de respiration circulaire et connectée, c'est ça? Oui. Mais ça, c'est pour activer le souffle et rentrer en conscience modifiée. Ça, c'est le breathwork. Le but, c'est de rentrer en conscience modifiée pour ramener une information qui est dans le corps. Dans le yoga, c'est différent. On va travailler l'ouverture thoracique et cette respiration. Le yoga nous permet de revenir dans cet état d'enfant, de bébé, où on était émerveillé, où on respirait super bien, où tout se passait très bien dans notre vie, où on était parfait. C'est ça le yoga. Le yoga, c'est revenir à qui nous sommes vraiment, à notre authenticité. Est-ce qu'on peut prendre en charge toutes les maladies avec les médecines holistiques? On peut pas intervenir seul. Mais moi, je crois très fort si on... Ça vous arrive ce que souvent je fais avec les médecins. C'est-à-dire, est-ce qu'il y a des médecins, par exemple, qui vous envoient des patients? Oui. Moi, je travaille beaucoup avec les médecins, avec les ostéos, les kinés, parce que tout simplement, il y a un moment... Et j'ai même des médecins qui viennent chez moi pour se traiter leurs problèmes de dos, parce que tout simplement, on ne peut pas prendre des médicaments tout le temps. Par exemple, les anti-inflammatoires pour les personnes qui ont des problèmes de dos. Il y a des exercices, il y a le dos... On en a plein le dos. C'est ça qui fait qu'on a des problèmes de dos. C'est très émotionnel. Voilà, c'est souvent, et la plupart du temps, c'est émotionnel. On peut éviter de prendre des somnifères, par exemple, pour dormir. Pour le sommeil. Voilà. Moi, j'ai des personnes qui étaient insomniaques et c'est terminé. Les dépressions, les personnes qui souffrent de dépression. Donc, il y a plus... Voilà, donc l'idée, c'est pas de remplacer un médecin, parce qu'un médecin, c'est un médecin, il faut suivre ce que le médecin dit. Il y a des prescriptions médicales qui sont faites, mais à un moment, il faut aller chercher
la cause. Le médecin va diagnostiquer et prescrire un médicament. Voilà. Après, la médecine douce nous permet d'aller plus en profondeur. Oui. Voilà. Alors, donc, justement, vous me tendez la perche, hein, j'ai envie de dire, les gens, justement, consultent à quel moment, qui sont les gens qui vont vers cette médecine holistique? Est-ce que c'est les gens justement qui sont déçus parfois par les traitements conventionnels, c'est-à-dire quand on a un traitement qu'on a pris pendant longtemps et qu'on ne voit pas de soulagement, ou alors on vient d'emblée vers vous? Au début, ça a été fait par des médecines mystiques, un peu, comme on peut en trouver ici, par exemple. Et ensuite, les gens, ils ont compris qu'il y avait d'autres méthodes qui pouvaient les soulager. Donc, ils ont commencé à faire des recherches. Et l'ostéopathie, au départ, quand elle arrivait en Europe, ça a été fait de manière illégale par des kinésithérapeutes. Mais la médecine existait depuis 1800. Et justement, ils ont eu du mal à comprendre l'aspect de l'ostéopathie jusqu'à ce qu'on puisse prouver notre efficacité sur le terrain. Lorsqu'elle a été prouvée... Il faut dire aujourd'hui que l'ostéopathie fait partie quand même des rares thérapies holistiques qui est reconnue par les ordres de médecins. Il faut dire que toutes les thérapies ne sont pas reconnues. Il y a l'hypnose aussi. Voilà. Alors, c'est remboursé en France Par certaines mutuelles, oui. Pas par la sécurité sociale, mais par certaines mutuelles. Il faut savoir, si je prends l'exemple de la France, qu'il y a une personne sur deux qui va consulter un ostéopathe. Les médecins, les kinés ont pris conscience que c'était un parcours de soins complémentaire, qu'il n'y a aucun qui va écraser l'autre, qu'il n'y a aucun qui est meilleur que l'autre. Et au contraire, il faut qu'on soit tous en complémentarité, que ce soit avec Neila ou avec CM, il faut qu'on soit ensemble et qu'on communique entre nous pour pouvoir donner le meilleur pour le patient. C'est pas le meilleur pour nous au final. Ce qui compte, ça sera le patient et son motif en fait. Oui, absolument. Être dans être dans la complémentarité, ce que vous êtes en train de dire, c'est-à-dire il n'y a pas de concurrence entre une médecine alternative ou une médecine conventionnelle, mais plutôt c'est une médecine. En fait, c'est de la médecine intégrative. En fait, quand on fait, par exemple, les personnes malades chroniques diabète, exemple, il a son suivi médical avec son traitement allopathique, mais là le médecin va lui conseiller un suivi nutritionnel, l'activité sportive, de l'ostéopathie ou même du yoga, on est ensemble en fait, comme a dit Lina, c'est pour la santé globale du patient, pour son bien-être et aussi améliorer la qualité de vie. Est-ce qu'on est conscient aujourd'hui en Algérie particulièrement, parce que vous vivez en Algérie, je ne peux pas poser cette question peut-être à Neila. Alors est-ce qu'on est conscient aujourd'hui justement qu'il faudrait peut-être inclure ce type de médecine dans un parcours de soins, parce que ça soulage, c'est reconnu aujourd'hui que ça soulage les malades. Bien sûr, on est conscient, mais les patients sont conscients. Et en fait, en Algérie, on reste quand même on est assez sensible à la médecine, cette médecine fonctionnelle, plus proche de la nature, parce que voilà, on reste avec certaines croyances maintenant. Il faudrait juste trouver les bonnes adresses. Toujours. Ça, c'est très important. L'habilitation, les professionnels de santé, même quand on se soigne par la phytothérapie, c'est une médecine, la phytothérapie ou la naturopathie. Il ne faut pas faire les choses comme ça ou acheter des produits pas identifiés, ce qu'on voit, c'est la réalité. Bon, après ça, c'est un contexte réglementaire et tout qu'à travailler, mais je parle, les personnes, oui, elles sont conscientes. Le problème qui va se poser, enfin, on en discute, c'est le coût. Parce que, comme vous dites, ça prend du temps. Et la médecine fonctionnelle, par exemple, si vous prenez quelqu'un qui est accompagné par un nutrithérapeute ou un nutritionniste, c'est vrai que ça s'étale surtout pour des problèmes, par exemple, d'obésité. L'obésité. Quelqu'un qui a vécu pendant 20 ans, 30 ans en obésité morbide, il va se prendre en charge. Vous avez l'activité sportive, vous avez aussi tout ce qu'on peut lui proposer comme naturopathie, de l'ostéopathie, du yoga, de la kiné et de la médecine nutritionnelle. Ça prend du temps. Si on ne compte pas que s'il a un traitement allopathique à côté, il s'est pris en charge s'il développe du diabète et tout, ça c'est pris en charge par la caisse sociale. Mais tout ce qui est médecine intégrative, ça a un coût parce que ça demande du temps, de la patience et tout. Donc peut-être ça, il faudrait l'intégrer dans le parcours de soins pour certaines maladies. Par exemple, quand on parle de l'obésité, qui reste quand même une maladie chronique, mais elle n'est pas comprise dans le parcours de soins. Elle a une source. Si je peux rajouter bien sûr. Oui, on vient toujours. Si je peux rajouter quelque chose concernant mon métier, c'est qu'il faut faire attention. Il n'y a pas d'études à proprement parler ici en Algérie. Donc il faut faire vraiment attention chez qui. Je rappelle que cette formation, vous l'avez faite en France. Voilà, ça n'existe pas en Algérie encore. Il n'y a pas d'école agréée. Il n'y a rien encore qui est agréé par le ministère de la Santé. Donc il faut faire attention. Il y a beaucoup de gens qui maintenant utilisent les réseaux sociaux et qui croient comprendre la manière de faire et qui proposent certains services. Et malheureusement,
on peut se retrouver dans des gros problèmes après. Alors on en a parlé comme ça globalement, mais on parle de stress, d'angoisse, de dépression, vous en avez parlé tout à l'heure aussi, des mots qui touchent beaucoup de monde et qui prennent du temps, on va dire, pour être soulagé. Et puis parfois quand on est stressé, on ne sait pas vers qui s'orienter. Dans quelle mesure justement le yoga par exemple, ou l'hypnose, parce que vous faites aussi de l'hypnose, peut aider ces gens-là? Quels sont vos instruments? Encore une fois, alors on a parlé de la respiration. Les Qu'est-ce qu'on peut proposer aussi? c'est le psychocorporel, le yoga. Moi, le yoga que je pratique, c'est un dérivé du yoga Iyengar. C'est une méthode de yoga qui va s'adapter au corps, à la morphologie du corps. Il y a des personnes souvent qui me disent moi je ne peux pas faire du yoga parce que je ne suis pas souple, alors que ça n'a absolument rien à voir. On va utiliser, oui. On a l'idée de cette posture extraordinaire. Non, c'est pas du yoga, c'est de l'acrobatie. Ça. Le yoga, c'est vraiment l'écoute du corps, de ses limites, dans le respect et la gratitude. C'est-à-dire que si on lève le bras juste là, c'est OK. On respire dedans et on accepte ce qui est. Et donc, cette respiration, cette ouverture du corps, cette conscience qu'on met dans le corps, on va réapprendre à revenir à notre corps, à notre ancrage, à notre sécurité. Le yoga nous permet de nous ancrer. En fait, on s'ancre. Et les gens qui sont en dépression sont souvent désancrés. Ils sont angoissés, ils ont peur de l'avenir, ils ont constamment... Voilà, donc moi j'ai souvent des personnes, pendant les cours de yoga, et surtout quand je fais des protocoles thérapeutiques en one-to-one, juste en individuel, juste pendant le cours de yoga, quand je les mets dans des postures, ils commencent à pleurer. Il y a quelque chose qui s'ouvre dans le corps et qui sort. Et tout de suite, on commence à voir des améliorations. Donc déjà, la personne, elle arrive blême, elle est plus rosée parce qu'elle a respiré, parce qu'elle a libéré des tensions. Elle rentre dans un état de conscience modifié puisque je suis hypnothérapeute. Donc vers la fin, je fais toujours une séance de relaxation hypnotique. Et c'est là où je viens mettre une nouvelle information dans la personne. Et donc, en fait, c'est ça qui fait. Mais après, il faut de la régularité. Ça, c'est sûr. Il faut être régulier, il faut être... une fois qu'on a ces outils, continuer à les pratiquer même chez soi. Quels sont les instruments aussi de l'ostéopathie? Alors, sur les mêmes mots, par exemple, parce que j'imagine que ce sont des motifs de consultation très, très fréquents, quand on parle de dépression, quand on parle de mal de dos, d'angoisse. On a parlé aussi tout à l'heure de... Quels sont vos instruments? Pareil, c'est le toucher rassurant déjà. C'est pas aller de manière brutale envers le patient. Ce sont des massages? Non, ce sont des techniques. Alors, le cliché le plus connu, c'est vous déplacer les os ou vous replacez quelque chose. Malheureusement, on en est incapable. Donc, on apporte toujours un toucher rassurant au patient. Ensuite, il faut savoir qu'on a une boîte à outils énorme. Donc, on va, selon le motif du patient, s'intéresser à son psychologique ou c'est ce qu'on appelle les mots psycho-émotionnels. Donc, on va voir selon l'historique du patient et c'est surtout lui apporter être super rassurant dans toute la consultation. Essayer de dédramatiser les choses. Par exemple, s'il a une forte douleur, essayer de lui faire prendre conscience qu'il peut la gérer autrement, lui donner des outils dans sa vie quotidienne. Alors voilà, vous m'attendez encore une fois la perche. Alors, qu'est-ce qu'on cherche finalement dans ce type de médecine? Finalement, on cherche à guérir le patient ou plutôt lui à réapprendre justement à vivre avec c'est-à-dire améliorer en quelque sorte son hygiène de vie, sa qualité de vie? C'est plutôt les deux. C'est-à-dire que déjà, on ne travaille pas selon une maladie, on traite selon un système. Selon le motif de consultation du patient, si je prends un mal de dos, par exemple, si je prends la région lombaire, ce n'est pas que les lombaires que je vais trouver. Je vais trouver, si c'est une femme, le petit bassin. Ensuite, on va trouver système digestif. Ça va être connecté de partie en partie. À partir de là, je vais chercher pourquoi est-ce qu'il a déclenché à l'instant T tel motif de consultation selon son métier, si c'est un homme, une femme, jeune, âgé, etc. Ensuite, on va le guider et on va lui faire prendre conscience déjà sur la table qu'il y a des changements qui sont en train d'être faits, même s'il a encore mal. Parce que le plus dur pour un patient qui vient en douleur, c'est de comprendre qu'il va mieux bouger, mais que sa douleur peut encore rester et qu'elle va partir au fil du temps. Ce n'est pas un bouton magique. Donc si déjà il a compris qu'il peut mieux bouger, après, quand il sortira de chez moi, s'il va faire du yoga, par exemple, ou s'il va changer son alimentation et son hygiène de vie, il va prendre conscience de tous les changements qui viendront après.
Donc c'est ça les outils en fait qui sont mis en place. Oui, puisqu'on parle de stress et d'angoisse, est-ce que notre alimentation est responsable de notre humeur aussi? Bien sûr, parce que comme on sait que l'intestin, il est lié au cerveau, donc il y a des substances et des médiateurs qui passent de l'intestin, enfin, pour schématiser de façon générale, vers le cerveau via la circulation sanguine et le nerf vague. Donc tout ce qu'on va apporter comme aliments, donc les polyphénols, les fibres prébiotiques, qu'on retrouve dans les légumes et les fruits et tout, donc ils sont de bonne qualité, des céréales complètes et tout. Ça aussi, ça a un coût, finalement. Quand on parle du moi coût, je leur dis toujours, par exemple, quand on parle des personnes qui ont des maladies chroniques, notamment l'obésité, je reviens dessus parce que c'est une maladie chronique. Mais c'est important. C'est important. Comme s'il n'a pas de maladie allopathique, des traitements allopathiques, c'est pris en charge par la sécurité sociale, mais il y a le couffin. Le couffin, ce serait bien aussi de le prendre en charge, d'être subventionné, parce qu'on voit avec l'inflation actuelle, c'est compliqué aussi de faire un couffin, on va dire, manger des légumes, il y a une certaine quantité, comme je vous disais, le parcours de l'obésité, ça prend du temps, parce qu'on va traiter l'assiette, mais on va traiter aussi le côté psychologique, le parcours émotionnel et tout. Oui, par exemple, subventionner le couffin de la personne qui est en cure d'obésité, ou même les personnes qui sont en diabète, ou les personnes dépressives, parce que la dépression aussi, c'est un coût. Absolument. Est-ce qu'on peut rallier finalement, j'ai envie de dire, diététique et plaisir, parce que le plaisir généralement c'est dans des aliments pourris, j'ai envie de dire. Non, c'est pas pourri. On parle de chocolat ou de choses sucrées. On peut manger du chocolat, mais le plaisir généralement c'est des choses qu'on déconseille. Vous savez, dans la médecine holistique, surtout pas la frustration, d'accord. Et souvent quand on va vers la fameuse phrase manger ses émotions. Donc il y a quelque chose qui a causé ce déséquilibre. Quand on va mal, on va aller manger. Voilà, déséquilibre. On va chercher la cause. On ne va pas se soulager. Donc là, on va s'adresser vers des professionnels de santé qui sont chargés des troubles de comportement, et on va orienter aussi vers tout ce qui est médecine, enfin tout ce qui est allopathique et tout, donc plutôt holistique et tout. Donc en fait, il faut la cause. Il n'y a pas de, si on est attiré par quelque chose, on mange nos émotions, c'est qu'il y a une cause quelque part qui date peut-être d'un parcours, je vous ai dit, même à la conception, avant qu'on soit né, pendant notre grossesse, l'allaitement. Et puis, il y a l'épigénétique. La médecine épigénétique, c'est une discipline qui va révolutionner la médecine du futur. Ça, on le sait. Plus tard, moi, j'y crois que la médecine, ça sera une médecine personnalisée, selon chacun. C'est le futur de la médecine, comme vous le dites. On y croit. Oui. Alors, on devait parler également de profil, parce qu'on a vu tout à l'heure dans le reportage, par exemple, beaucoup de femmes. Alors, est-ce qu'on peut parler des personnes qui demandent? Alors, on a dit qu'il y a de la demande, mais qui sont les personnes qui demandent finalement ces thérapies? Beaucoup de femmes? Beaucoup de femmes, oui. Beaucoup de femmes. Je pense que les femmes sont plus orientées vers leurs émotions. Elles ont plus de facilité avec les émotions. En tout cas pour moi, après moi en yoga thérapie, j'ai des hommes parce que physiquement ils vont mal, c'est mécanique, donc il y a des problèmes de dos, de hanches, cervicales, donc oui, il y a des hommes, autant d'hommes peut-être voire un peu moins, mais en breathwork, même en France, j'ai beaucoup plus de femmes que d'hommes. Pareil pour vous? Non, moi c'est plutôt multiple. Je vais avoir beaucoup de bébés, beaucoup de femmes, beaucoup d'hommes, beaucoup de sportifs. En fait, c'est les bébés pour quel motif de consultation généralement? Par exemple, les têtes plates, les problèmes de tétée. C'est très important de les voir juste après l'accouchement parce que le bébé est resté souvent tête en bas. Selon le type d'accouchement, voie basse ou césarienne, il y a une pression qui a été faite sur la tête ou non. Ça va nous permettre de l'aider à bien se mouvoir pour éviter les futurs traumatismes. Ensuite, en fait. Oui. Quel est le motif de consultation le plus fréquent chez un ostéopathe? Le cliché, c'est les maux de dos. C'est parfait. C'est les maux de dos. On parle de mal de siècle, justement. Le deuxième, c'est le système digestif. Mais pour vous, c'est beaucoup plus de femmes ou parité homme-femme? Je dirais beaucoup plus de femmes, mais souvent c'est des femmes quand on voit le résultat dans la famille, par exemple la sœur ou la partenaire et tout. Donc après on ramène le frère, le mari, voilà. Donc ça dépend. Mais c'est toujours les femmes. Et comme a dit Leïla, c'est les femmes. On est plus connectés à nos émotions
Après, ça dépend des croyances limitantes qu'on peut avoir, parce que toujours l'homme, il doit être fort, il ne doit pas montrer ses émotions. Donc c'est pour ça que même dans l'alimentation, quand il y a des colopathes, par exemple fonctionnels, en général, il y a des hommes, ils ont du mal à se mettre, parce que voilà, même si j'ai mal, parce que il y a certaines croyances. Enfin, je parle sur ce qu'on voit sur le terrain, donc plus de femmes. Ouais. Alors, vous pensez aujourd'hui que la nutrithérapie convainc, j'ai envie de dire, on arrive à convaincre, c'est-à-dire on dit qu'on peut guérir, par exemple aujourd'hui, l'efficacité par exemple de la nutrithérapie ou de notre alimentation d'une manière plus générale n'est plus à prouver dans les maladies par exemple cardiovasculaires. Aujourd'hui on parle de près de 400 millions de personnes qui vivent avec un diabète par exemple dans le monde. Dans des maladies comme le diabète, que peut faire la nutrithérapie par exemple? La nutrithérapie, elle va apporter l'assiette qu'il faut aux diabétiques, parce que déjà, par exemple, la personne diabétique, elle a un exemple. Vous avez cité tout à l'heure la constipation. La personne qui souffre du diabète, elle a un transit intestinal qui est ralenti, donc elle est souvent sujette de constipation. Et ben, la nutrithérapie va accompagner cette personne à soulager, à prendre en charge son microbiote, c'est l'intestin, et soulager ce symptôme, la constipation, qui est quand même, parce que quand on est constipé, voilà, comme on sait que l'intestin est un lien avec le cerveau, même mentalement, on ne se sent pas bien, on n'est pas à l'aise. Donc oui, on va ajuster l'assiette, on va l'accompagner pour avoir une activité physique, et surtout, quand je parle de diabétique, par exemple, de type 2, surtout les personnes qui viennent de découvrir le diabète, peut-être aussi avoir un impact sur leur traitement, et donc diminuer les doses, voilà, moins d'impact. Aussi, on sait que les médicaments, voilà, ils ont des effets indésirables. C'est pas pour remettre je reviens toujours, parce que c'est important de le dire, ne jamais arrêter un traitement. C'est le médecin qui est habilité à dire qu'est-ce qu'il faut faire, qu'est-ce qu'il faut pas faire. C'est-à-dire, même si on voit un thérapeute, il ne faut jamais arrêter son traitement. D'ailleurs, nous, en tous les cas, même en consultation Nutri, on toujours médecin, la validation du médecin, c'est très important. Il y a le prédiabète aussi, ça c'est un point très important quand on parle de diabétique justement. Aujourd'hui, l'alimentation peut faire quoi dans la phase prédiabète? Prédiabétique, on peut ralentir déjà la venue du diabète type 2 et stabiliser les choses, donc calmer cette inflammation qui commence à se réveiller par l'alimentation. Donc quand on met tout de suite en place une assiette, donc on va éviter déjà la prise médicamenteuse, ralentir le diabète. On revient à cette inflammation qu'on va maîtriser. On en guérit, on n'en guérit pas, c'est pas ça le plus important. Le plus important, c'est améliorer la qualité de vie du patient, parce que quand on sait qu'est-ce que c'est les points négatifs quand on a un diabète et dans la vie de tous les jours. En plus, quand on dit diabète, il y aura après de l'hypertension, on aura après toute maladie, de l'obésité aussi. Donc les maladies, un syndrome métabolique appellera un autre syndrome métabolique. Donc l'assiette, elle est là pour accompagner, pour atténuer les effets et retarder le maximum d'autres syndromes métaboliques. Oui, alors on a parlé justement de cette notion de ne jamais arrêter son traitement. Autre point, vous avez le mot de fin, Neila Terki, parce qu'on arrive à la fin de cette émission. Alors le coût financier, ces médecines doivent être justement remboursées, parce que finalement on peut gagner dans une démarche préventive. Même en termes d'économie de santé, c'est rentable aussi d'investir dans ce type de thérapie. Bien sûr. D'ailleurs, en France, ils commencent maintenant les médecins peuvent faire une prescription médicale sur 10 séances en yoga ou en sport c'est merveilleux. Parce que moi, personnellement, quand j'ai des personnes qui sont atteintes, en 10 séances, on avance très, très bien. Vraiment très bien. Donc, c'est très important. Merci beaucoup, mesdames, d'avoir participé à cet effort de sensibilisation, justement, et d'information, parce que beaucoup de gens ne connaissent pas le breathwork ou l'ostéopathie. Peut-être qu'on connaît un peu plus la nutrithérapie, parce qu'aujourd'hui, quand même, on s'oriente beaucoup plus facilement vers des nutritionnistes ou des nutrithérapeutes. Merci à vous de nous avoir prêté attention. Cette émission est à présent terminée. N'oubliez pas de nous rejoindre sur les réseaux sociaux. Vous trouverez des conseils de mes convives. Portez-vous bien. Je vous retrouve d'ici une semaine. Au revoir.